Bienvenue dans On Cause, le podcast qui écoute les galères et les rebonds face au cancer. Dans cet épisode, découvrez les témoignages sincères et les parcours de vie de jeunes adultes touchés par la maladie, accompagnés d'un intervenant professionnel. Le tout sans tabou. Ce podcast vous est proposé par le Comité du Bas-Rhin de la Ligue contre le cancer. Retrouvez en description tous les liens utiles sur les dispositifs et accompagnements abordés dans l'épisode. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de On Cause. Je suis Amélie, l'animatrice du podcast. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder le thème de l'image et de l'estime de soi. Parce que quand on parle de cancer, on pense souvent au traitement, mais il y a souvent un combat plus intime qui se joue face à un miroir et face à soi-même. Comment retrouver confiance en son corps après tant de changements ? Beaucoup de questions que normalement les jeunes adultes ne se posent pas. Donc pour y répondre aujourd'hui, je serai accompagnée de deux jeunes adultes qui ont été touchés par le cancer. Gina, qui est âgée de 34 ans. Bonjour Gina. Bonjour. Bienvenue. Merci. Et Ginny, âgée de 30 ans. Bonjour Ginny. Bonjour Amélie. Donc il faudra pas se tromper dans les prénoms, c'est bien Gina et Ginny. Et à mes côtés également, je suis accompagnée de Noémie Demoura, socio-esthéticienne. Bonjour Noémie. Bonjour Amélie. Merci de ta présence. Merci à vous. Donc aujourd'hui, on accueille deux jeunes femmes qui vont nous faire part de leur expérience. Mais Noémie, est-ce que les appréhensions des hommes sont si différentes ? Alors les appréhensions des hommes sont différentes dans le sens où l'homme parle beaucoup moins. Voilà, qu'une femme. Mais l'homme se pose également autant de questions finalement et a les mêmes problématiques quand même que les femmes avec ces chamboulements dus au traitement. Oui, tout à fait. Donc, si vous êtes un homme, restez bien jusqu'au bout de l'épisode, car vous allez sûrement vous reconnaître dans les parcours de Gina et de Ginny. Pour commencer, Ginny, est-ce que tu peux nous expliquer quel cancer tu as eu et quel traitement tu as suivi ? Est-ce que tu as eu des appréhensions sur les effets secondaires ? Alors oui, moi j'ai eu un cancer du cavum nasal, donc ça fait partie des cancers ORL. C'est aussi appelé le nasopharynx, donc au niveau du nez. Ce qui a posé souci dans la découverte de mon cancer, c'est qu'au stade où on l'a découvert, la tumeur faisait déjà 7 cm, ce qui fait que j'ai dû avoir un traitement qui était relativement lourd et intensif. Le traitement est essentiellement à base de chimio-radio, donc les deux combinés, puisque les deux ensemble en fait se complètent et s'optimisent pendant 35 séances au total pour commencer. Et donc oui, ça faisait très peur. Les médecins n'étaient pas forcément rassurants. Alors ils étaient honnêtes, ils disaient pas tout va bien se passer. Mais c'est vrai que j'étais très très maigre, j'avais un poids faible, ce qui était compliqué pour eux d'appliquer aussi les dosages qu'il fallait appliquer. Et au niveau de l'appréhension des traitements, moi on m'avait dit d'emblée la perte des cheveux. C'est un des premiers trucs que j'ai retenu. Et ça a été, alors même si c'est un peu superficiel, ça a été difficile parce que c'est un des seuls trucs que j'aimais chez moi en tant que jeune. Quand j'étais ado, c'était mes cheveux et mon sourire. Donc je me suis dit, ça y est, c'est fini. Et est-ce que Gina, tu te retrouves dans le parcours de Ginny ? Alors, en effet, donc moi j'ai eu un cancer du côlon avec une métastase au foie. Et en fait, la métastase, quand on m'a diagnostiqué mon cancer, en fait, elle avait la taille d'une orange. Et du coup, j'ai dû commencer par faire la chimiothérapie. Donc si la chimiothérapie fonctionnait, du coup on pouvait m'opérer parce que la métastase au niveau du foie en fait elle était centrale et du coup c'était pas sûr que ce soit opérable et du coup après l'opération donc j'ai été opérée au mois de juillet et suite à ça j'ai dû recommencer la chimiothérapie. Donc j'ai fait encore en tout j'ai fait 13 cycles de chimiothérapie, donc 9 avant l'opération et 4 après. Et donc du coup, au tout début, j'avais posé les questions aux oncologues, quels allaient être mes effets secondaires, comment mon corps allait réagir. Et donc en effet, moi j'avais pareil peur qu'en fait que mes cheveux tombent. Et donc pour éviter d'avoir un trop gros choc émotionnel, je m'étais dit je vais aller chez le coiffeur et je vais me faire couper les cheveux. Et donc ça a été un de mes premiers réflexes parce que c'est vrai que parfois on a une image que toutes les chimiothérapies en fait le premier effet secondaire c'est la perte des cheveux, mais en fait
pas du tout. Je trouve que en fait, chaque corps et chaque personne, en fait, réagissent au traitement différemment. Et du coup, après, c'est vrai qu'en effet, j'ai eu d'autres effets secondaires, mais voilà, la première crainte donc a été en effet, comme j'ai dit, la perte des cheveux. Mais pour moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une extension de cils et en fait, mes cheveux sont à peine tombés. Vraiment, c'était vraiment par parcimonie. Et je me souviens encore, c'est une petite anecdote, quand je me suis coupé les cheveux, mon coiffeur m'a dit est-ce que vous êtes choquée de ce changement? Et moi, j'ai dit ah non, pas du tout. En fait, les cheveux courts, j'aime beaucoup. Et je me suis dit mais pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt en fait? Et au contraire, je me suis trouvée féminine en fait. Et même si voilà, j'avais une extension de cils, j'avais une nouvelle coiffure, mais vraiment, c'était un changement. Mais Oui, donc, au final, tu n'as pas perdu tes cheveux. et au final, quasiment pas. D'accord. Ok. Et Ginny, dans ton cas? Pour moi, ça a été totalement l'inverse. Par contre, moi, on m'avait pas dit que c'était une hypothèse, c'était sûr, parce que je prenais un produit. Donc, j'ai eu 3 produits différents de chimio. Donc, effectivement, on pense souvent chimio égale perte de cheveux. Comme tu le disais, Gina, c'est vrai que ça dépend des personnes, mais ça dépend aussi beaucoup du produit finalement qu'on nous injecte. Moi, en l'occurrence, c'était le Taxol, le Taxotere, qui a fait perdre les cheveux. Donc j'ai eu ma première séance de chimiothérapie, donc c'était sur 5 jours, toujours, donc je l'ai eu le lundi, et j'avais perdu tous mes cheveux le mercredi. Oui, Ça a été super rapide. Même la perte de cheveux en elle-même, c'était en 30 minutes. En 30 minutes, j'avais tout dans la brosse et c'était fini, quoi. J'avais plus de cheveux. Tout ça pour une heure de produit, en fait. C'était assez impressionnant. Et est-ce que tu as eu recours à une perruque? Oui, j'avais anticipé en fait, parce que justement, comme on était sûr, j'étais allée voir une professionnelle qui s'occupe exclusivement de personnes qui perdent leurs cheveux dus à la maladie. Elle m'avait tout expliqué, comment ça allait se passer, par quelles étapes j'allais passer. Donc la perruque était déjà achetée avant que je commence mes traitements. Et très professionnelle, très gentille la dame, puisqu'elle venait à l'hôpital pour nous délivrer la perruque quand c'était le moment. Il suffisait de l'appeler et c'est vrai que le soir même, elle était là et elle me l'a posée. Et c'est un moment assez symbolique. Et est-ce que en fait, cette perruque, c'était une sorte de protection que tu avais quand tu sortais dehors face au regard des autres? Alors déjà, c'était pour moi. D'accord. C'est vrai que je la gardais. Alors j'avais beaucoup d'appréhension parce que souvent on dit que la perruque, ça gratte, ça me met mal à l'aise. Personnellement, je l'ai bien vécu. Enfin, elle m'a pas posé de soucis. Alors c'est sûr que ça tient chaud, c'est pas forcément super agréable, mais ça va. Ensuite, oui, j'ai les poils aussi. Les poils sont tombés. Et oui, moi, ma grosse crainte, c'était les sourcils. Parce que pour moi, perdre les sourcils, ça donne vraiment un air malade. Et pour la perruque, oui, je la mettais avant tout pour moi parce que ça m'aidait aussi pendant les traitements de me regarder dans la glace et de me dire, OK, ça ressemble à peu près à quelque chose. C'était vraiment ce côté-là avant tout. Après, effectivement, quand on sort, ça, c'est une autre histoire encore. Donc, tu appréhendais le regard des autres ou tu osais sortir parfois sans perruque? Je sais pas si c'est de l'appréhension. Alors d'abord, c'était pour moi. Ensuite, il y a le facteur des personnes que je connaissais et qui me connaissaient avant. Je peux pas dire que c'est une honte, parce que j'avais pas honte, c'était pas un sentiment de honte, mais c'était de voir dans les yeux des gens la maladie. Et moi, si je sortais de chez moi, si j'avais la force d'aller boire un café, d'aller boire un verre, c'était pas pour qu'on me regarde comme une malade. Et c'était pas pour qu'on me pose des questions sur ça. Donc ça me gênait un peu, donc j'évitais de sortir. En fait, j'avais plutôt tendance effectivement à m'isoler. Par contre, quand ensuite j'ai déménagé un temps à Strasbourg, parce que je viens d'une petite ville, donc du coup, quand j'ai déménagé à Strasbourg, là, j'ai commencé à enlever la perruque. Donc j'avais les cheveux très très courts. Et là, je commençais à enlever la perruque et là, je le prenais comme un jeu. Parce que c'était une nouvelle personne, c'était drôle, parce qu'à ce moment-là, ça se voyait pas puisque les personnes me connaissaient pas avant. Oui, alors que dans le village, les gens t'avaient déjà C'est plus dit. difficile, ouais. Et plus difficile d'assumer. est-ce que tes proches ont eu une réaction particulière quand ils t'ont vu avec la perruque ou pas forcément? Alors, il y a juste mon meilleur ami qui venait me voir du coup à l'hôpital. La première fois qu'il m'a vue avec la perruque, au début, il a rien dit. Pendant, je pense, les 10 premières minutes, il a discuté avec moi comme il a toujours fait quand on se voyait, toujours sur un ton un peu drôle. Et après, il m'a juste regardé et me dit « T'es belle ».
Ouais, c'est une belle anecdote. Oui, ça c'est super touchant et forcément on garde un lien différent avec lui aujourd'hui, quoi. Ouais. Et oui, pour revenir à toi, Gina, est-ce que tu as eu d'autres effets secondaires visibles? Est-ce que tu as eu des craintes vis-à-vis de ces effets? Oui, en fait, donc pour moi, j'ai eu énormément d'acné. On parle pas, c'est pas forcément le terme exact, mais j'avais énormément de boutons au niveau du visage, sur le reste du corps. Et en fait, c'est vrai que moi qui adore sortir, et c'est vrai que pendant mon traitement, moi j'avais pas honte de sortir. En fait, j'avais besoin de voir du monde, j'avais besoin, même ou autrement que si moi je ne pouvais pas sortir de chez moi, les gens venaient à la maison, venaient me rendre visite. J'allais au café avec mon compagnon, j'allais danser parce qu'en fait pour moi la danse ça a été vraiment une thérapie pour moi et malgré tout en fait certes les personnes me voyaient me disaient ah Gina t'as changé de coupe, t'as les cheveux courts, donc certes on pouvait aborder voilà le cancer, la maladie, mais en fait moi j'étais là pour danser, pour passer un bon moment avec mes amis et en fait peu importe ce que les personnes disaient voilà en fait pour moi c'était pas une critique, c'était pour moi en fait ça ne me pouvait pas m'atteindre parce qu'en fait pour moi l'envie de vivre était tellement forte et tellement intense que j'avais juste envie en fait de vivre le moment présent intensément à 200% et peu importe en fait ce que les gens me disaient, que ce soit ma coupe de cheveux, mes extensions de cils, mes boutons, j'avais l'impression d'être une adolescente en fait et certes, moi, je suis restée féminine. Pareil, j'ai très peu de sourcils, mais en fait, je me maquillais, voilà. Et en fait, c'est vrai que l'acné, pareil, je le camouflais un petit peu, mais donc voilà, c'était les effets secondaires. Ouais, je crois que c'était l'un des seuls qui était vraiment visible. Vraiment au niveau de mon visage, en tout cas. Et est-ce que déjà avant le cancer, est-ce que tu avais déjà une forte confiance en toi? Oui, en fait, avant le cancer, je pense que en fait, j'ai été confrontée à la mort plusieurs fois et dans la mort de mon papa et en fait, je pense que pour moi en fait, je me suis dit mon papa est décédé très jeune de crise cardiaque et en fait, je me suis dit en fait, la vie est tellement courte. Et je me suis dit, non, en fait, moi, j'ai envie de vivre cette vie, de la vivre pleinement, comme si demain, elle pouvait s'arrêter, quoi. Oui. Et peu importe le regard des autres. Et peu importe le regard des autres, vraiment. Enfin, je me suis dit, en fait, pour moi, ce que les personnes pouvaient penser ou croire, ou voilà, pour moi, je voulais qu'ils me voient, souriante, que voilà, qui me voient en train de vivre, en fait, et que, qui gardent un souvenir de moi, en fait, et ouais. Oui, parce que Noémie, j'imagine que la confiance en soi, ça joue beaucoup sur l'image et l'estime. C'est essentiel, d'où l'importance de vous écouter. Puis vous avez des parcours qui sont différents et c'est vrai que sur le choix de Ginny, c'est ça? Oui. Et elle a tout de suite choisi de porter la perruque pour se sentir bien pour elle. Et c'est ça le plus important, c'est vraiment de s'écouter, tout comme Gina, le fait de se recouper les cheveux, de prendre les devants. Et ça, c'est essentiel parce que quand on le fait pour soi et quand on est plus ou moins à l'aise avec soi-même, c'est automatiquement quelque chose qu'on va renvoyer aux autres. Que si on le fait par obligation ou parce qu'on nous dit de le faire, on va être attentif complètement et on va analyser en fait le regard de chacun sur soi-même. Donc oui, la confiance est essentielle et on peut se faire accompagner justement pour à nouveau regagner cette confiance ou la réveiller parce que elle peut être enfuie au fond de nous et c'est à travers justement des soins de support qu'on peut justement accompagner justement à reconstruire cette confiance en soi. Oui. Et est-ce que le fait d'être jeune adulte influence le rapport qu'on a, qu'ont les personnes malades avec le corps, avec les effets secondaires, les appréhensions? Bien sûr, parce que quand on est jeune, il y a déjà, à travers le regard des autres, cette injustice, parce qu'on est déjà jeune. On a d'autres problématiques aussi. Les relations avec nos amis, les relations avec le conjoint. C'est pas du tout la même chose que quand on a 70 ans. Alors, et pourtant, à 70 ans, on peut aussi encore, envie de se sentir bien. C'est juste que les problématiques, que ce soit, on l'a abordé au début, les garçons et les filles, on a ce même problème, mais sous une autre forme. Qu'on soit jeune ou âgé, ça reste également des problèmes, entre guillemets, mais donc du coup, avec un impact qui va être différent et l'accompagnement surtout va être différent.
Parce que quand on est jeune, la confiance en soi se travaille encore. Quand on a 70 ans, c'est différent parce qu'on a déjà un parcours de vie qui est derrière nous. Là, on a encore tout devant soi. Donc, oui. Parce que Ginny, est-ce que tu as eu l'impression et tu as eu le ressenti que ta jeunesse et ta féminité ont été atteintes? Oui. Alors déjà comme ça, effectivement, j'avais pas confiance en moi de base. Je suis tombée malade à 22 ans. Déjà là, j'avais l'impression de me dire, allez, je suis sortie de la quinzaine, ça va aller mieux. Et puis là, bam, il y a le cancer qui vient dessus. C'est pas évident parce que ça vient tout chambouler, à la fois dans les projets, donc à l'intérieur de nous, mais aussi physiquement. Et alors autant j'aime pas trop en parler parce que je me dis c'est superficiel, on parle de cheveux, on parle de choses qui s'améliorent après, bon. Mais ce serait mentir de dire que ça touche pas. Ce serait quand même mentir. Moi, c'est vrai que ce qui m'est arrivé, donc il y a eu, au moment du diagnostic, il y a eu d'abord, on m'a parlé de ma stérilité ou de la fertilité. J'ai dû faire une conservation d'ovocytes. Donc la question se pose, quand on a 22 ans, on n'a pas d'enfant, on sait pas encore ce qu'on veut faire. Il y a eu ça. Ensuite, il y a eu la pose de la chambre implantable. Donc ça, pareil, ça se voit. Physiquement, ça se voit. La perte des cheveux, ça se voit. Et ensuite, un petit peu la différence psychologique qu'on ressent. Et donc, à cet âge-là, moi, je me suis posé la question, mais est-ce qu'un jour, je pourrais avoir une vie de couple? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce que ça va être un frein? Et donc là, je me sentais doublement punie parce que je suis tombée malade, je ne l'ai pas demandé. Et après, ça va pourrir toute ma vie aussi derrière. C'est vraiment, sur le moment, c'était ce sentiment-là qui m'était venu. Et est-ce que tu t'es dit à un moment, en fait, là, je suis jeune et je suis déjà en train de vieillir? Oui. Oui, parce que déjà, je sais pas comment tu l'as ressenti, Gina, mais à l'hôpital, la moyenne d'âge, c'était pas 22 ans. Ouais. Il y avait beaucoup de personnes âgées. Et puis d'ailleurs, ça se voyait dans le regard des gens. Quand je me souviens, quand je descendais avec ma potence à la cafétéria, les gens, ils me regardaient. C'était aberrant pour eux de voir quelqu'un d'aussi jeune. Et puis oui, des problèmes de vieux, qu'on se le dise, fatigué, la dépendance, ne pas arriver à prendre sa douche toute seule parce que je suis fatiguée, parce que j'ai mal. Les cheveux qui tombent. Moi, par après, j'ai dû avoir des prothèses auditives. Donc ça, je le savais pas en début de traitement. C'est une conséquence. Pareil, quand vous allez prendre vos prothèses auditives, en général, les conseils sont bons pour les plus de 75 ans. Donc ouais, il y a Et puis pareil, la ménopause. La ménopause, on ne sait pas. On ne sait pas si un jour on aura des enfants. Donc finalement, en fait, voilà, c'est fini, on est vieux et... Oui, tu te ressens dans ce discours, tu te retrouves? Tout à fait. Je me retrouve pleinement dans ce que tu dis. En fait, pareil, du coup, je n'étais pas prête à avoir une ménopause à 33 ans. Du coup, c'est vrai que pendant tout mon traitement, je n'ai eu aucune règle et personne ne m'avait parlé de cet effet secondaire-là, que ça allait s'arrêter. Et du coup, pour moi, c'est vrai que je me suis posé beaucoup de questions par rapport à la fertilité. Alors moi, je suis en couple, je suis fiancée. Mon compagnon m'a demandé ma main avant que je sois malade. La question d'enfant se pose en fait. Il était peut-être possible de faire un prélèvement d'ovocytes et en fait, il s'avère que un prélèvement d'ovocytes, ça met un certain temps pour le faire et en fait, je pouvais pas attendre 3 semaines. J'avais l'oncologue, le chir qui ne voulait pas en fait. Ils m'ont très bien dit qu'en fait, il fallait commencer d'urgence, vraiment d'urgence, la chimiothérapie. Et donc, en fait, j'en ai parlé à mon compagnon. Je lui ai dit, voilà. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et donc, du coup, j'avais 24 heures pour me décider. Et en fait, je ne l'ai pas fait. Je l'ai pas fait. Donc, du coup, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai de nouveau un cycle normal parce que à l'heure d'aujourd'hui, j'ai terminé mes traitements et le cycle est revenu. Tout va bien. J'ai un suivi gynécologique. Tout va bien. Mais c'est vrai que au niveau de la féminité, pour nous, ça nous touche quand même. On veut pas dire le contraire, vraiment. Oui, parce que j'ai l'impression, tu me dis si je me trompe, mais que toi, t'as eu physiquement, ça allait, mais que c'est plus intérieurement où là, tu te posais des questions. Ouais, et alors que Ginny, c'est plus physiquement où t'as eu des difficultés de t'accepter. Ouais, mais mentalement aussi, du coup. Oui, forcément, c'est lié. Non, oui. Mais il y a peut-être eu plus de symptômes physiques, visibles. J'ai envie de dire visibles directement, ouais. Mais Gina, tu as eu une chirurgie. Oui. Donc, et
après donc une cicatrice. Tout à fait. Et là, quel était ton rapport avec cette cicatrice? Alors j'ai une cicatrice, ça s'appelle une laparotomie verticale en fait, et qui va de dessous de la poitrine jusqu'en bas du bassin en fait. Et au tout début, quand on m'a opérée, en fait, je fermais les yeux et je voulais absolument pas regarder ma cicatrice. Et donc, à l'hôpital, à chaque fois qu'ils intervenaient pour me changer les pansements, je voulais pas la regarder. Quand après, je suis rentrée à la maison et qu'il fallait, donc pareil, enlever les agrafes, tout ça, je voulais à peine regarder. Et au fur et à mesure du temps, j'ai appris à l'accepter. Et du coup, comme il fallait du coup la masser, voilà, petit à petit, j'ai commencé à plus la regarder. Et en fait, à l'heure d'aujourd'hui, c'est vrai que voilà, ça fait même pas 1 an que j'ai été opérée et en fait, c'est vrai qu'elle s'atténue de plus en plus et que voilà, j'en prends soin petit à petit. Voilà, mais c'est pas évident de l'accepter, surtout qu'elle a une taille assez importante en fait. Et Ouais, parce que c'est là du coup que solliciter une socio-esthéticienne peut être une grande aide, n'est-ce pas Noémie? Tout à fait, oui, justement pour s'approprier en fait ce corps qui change, ce corps qui est marqué du coup, étant donné que tu as été, on va dire, moins impacté sur l'aspect physique du coup, donc là c'était vraiment ce qui actait en fait, voilà, la chirurgie, la maladie, donc c'était vraiment cette cicatrice. Et c'est vrai que la socio-esthétique du coup, on aide justement à se réconcilier avec ce corps, à s'approprier à travers le toucher et à ressentir aussi qu'on peut se faire du bien même sur des zones et des parties qui peuvent être très douloureuses. Est-ce que tu peux nous expliquer le rôle donc de la socio-esthéticienne? Donc c'est sûr que le rôle de la socio-esthéticienne, c'est vraiment dans l'accompagnement, ça va aussi être dans l'écoute et justement à travers le toucher, à travers la bienveillance et pour se réapproprier donc le corps à travers l'aspect maquillage, justement la problématique des cils, des sourcils qui tombent. Ça va être aussi au niveau des soins du visage, justement les problèmes au niveau de l'acné. Les produits qu'on peut utiliser, comment prendre soin, et sur toutes les parties finalement du corps. Et c'est là qu'on aide justement à travailler l'estime de soi et la confiance à travers ce toucher, l'accompagnement avec notre outil d'esthéticienne. Oui, parce que Ginny et Gina, je vous pose la question à toutes les deux, mais est-ce qu'à un moment vous avez eu l'impression que y avait vous et un corps étranger, un corps médicalisé? Oui, moi totalement, je me reconnaissais plus. Ça a été assez rapide. Donc ça a commencé avec la chambre implantable. Ensuite, j'ai perdu mes cheveux. Les traitements ont commencé. Donc pendant les traitements, entre différents produits de chimio, on nous injecte beaucoup d'eau pour que le corps puisse mieux supporter et de la cortisone. Et donc je gonflais. Donc c'est vrai que je pouvais prendre facilement ou perdre facilement 5 kilos d'un jour à un autre. Donc ça se voit sur le visage. Il y a les cernes, il y a le teint jaune. Et il y a une anecdote par rapport à ça. C'est comme j'ai eu un cancer ORL, normalement on doit me poser une gastrostomie. Donc c'est une alimentation qui passe exclusivement par l'estomac. Donc ça suppose d'avoir un tuyau qui sort au niveau de l'estomac. Et là j'ai dit stop. Là, j'ai dit stop parce que je me regardais dans le miroir et je me suis dit, mais c'est plus possible, là. Je sais plus qui je suis. Et oui, et puis on suit les traitements, mais à chaque fois qu'on se voit dans la glace, on a l'impression... Moi, j'avais l'impression de mourir par les traitements. Littéralement, parce que je me voyais... J'ai toujours aussi, au début des séances de radiothérapie, on vous donne un papier avec une photo. Vous avez une photo, ça vous sert d'identité. Moi, je regardais la photo, je voyais plus, je savais plus. Honnêtement, j'étais plus cette personne. Ouais. Parce que Noémie, est-ce que la socio-esthéticienne a aussi un rôle d'accompagnement dans le fait de, entre guillemets, faire le deuil de la personne d'avant? Parce que la socio-esthétique, on travaille sur plusieurs aspects. On travaille sur l'aspect physique, psychique et émotionnel. Donc on accompagne aussi dans ce sens-là pour accepter, c'est un grand mot parce que je suis qui, moi, en tant que socio-esthéticienne, pour dire à Ginny et Gina que vous devez accepter ce qui vous arrive. Je n'ai pas le droit de leur demander d'accepter. Mais à côté de ça, je peux les aider à vivre avec et de les accompagner au mieux pour se sentir bien, malgré toute cette période difficile. Et moi, je pense que pour aller de l'avant, en fait, il faut accepter ce que l'on a et ce qui nous arrive, en fait. Parce que sinon, en fait, si on baisse les bras, c'est pas possible, en fait. C'est vraiment un gros combat. Moi, je trouve que c'est un combat, que ce soit...
Certes, physique, hein. Enfin, il y a tout un changement physique. Quand je sortais, en fait, je sortais avec mon biberon parce qu'en fait, ma chimio, elle diffusait pendant plusieurs jours, en fait. Donc, j'étais 5 heures à l'hôpital. Plus après, du coup, ça diffusait encore. Donc, je rentrais le lundi à l'hôpital et du coup, ma chimio, elle diffusait jusqu'au mercredi. Et donc, j'avais encore un biberon, du coup, qui était là en permanence. Moi, j'appelle ça un biberon, mais c'est une poche de chimio et on est perfusé et ça diffuse en permanence. Et voilà, et c'est vrai que quand là, je me regardais à ce moment-là dans le miroir, en fait, je voyais que c'était un corps médicalisé et certes, c'est vrai que moi j'ai absorbé beaucoup de cortisone, voilà, donc c'est vrai que j'ai fait appel aussi à avoir aussi un traitement homéopathique du coup qui m'accompagnait et à certaines choses qui étaient un peu plus naturelles et notamment j'avais beaucoup besoin d'aide d'un dermato et aussi d'une socio-esthéticienne parce qu'en fait moi mes ongles se sont complètement fragilisés, je savais pas quoi faire et puis je sais pas comment on fait durcir nos ongles en fait, pareil pour la sécheresse de la peau. Comme j'avais beaucoup d'acné, moi étant petite, j'avais jamais eu d'acné, j'avais certes eu de l'eczéma, mais je savais pas comment, par quels moyens en fait que je pouvais traiter ça et atténuer ça. Et un jour en été, en fait, je suis allée au bord de la mer et tout en étant protégée, vous pouvez vous imaginer avec un chapeau, avec un foulard, tout ça, juste les rayons du soleil la réverbération du coup des rayons du soleil en fait et du coup qui m'éblouissait le visage en fait pour moi m'ont fait un œdème en fait, j'ai gonflé et là j'ai été complètement défigurée, déformée. Alors ma famille était là, j'étais en vacances du coup dans notre maison familiale et c'est vrai que elles étaient là, mais j'avais pas honte de me montrer comme ça. Et j'ai tout de suite appelé du coup les urgences pour trouver comment faire. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant quand on voit notre corps se transformer, se déformer. Certes, la chambre implantable, c'est vrai qu'elle est tout le temps là et tout le temps visible. En plus, la mienne, elle s'est infectée. J'ai dû la faire enlever en urgence. Après, j'ai eu un autre système ici dans le bras, donc ça s'appelle un PICC line, pour avoir la chimiothérapie. C'est vrai qu'il faut faire toujours attention. Du coup, le PICC line qui était là présent, en fait, j'avais pas le droit de me doucher. Il fallait que je trouve un système moi-même pour que ce soit imperméable. Donc du coup, j'avais trouvé plusieurs solutions parce que voilà, comme j'adore danser, en fait, pour le camoufler un petit peu, donc je mettais un petit bandeau comme ça avec un petit peu de dentelle, quelque chose d'assez féminin. Mais c'est vrai que voilà, après, quand moi j'étais par exemple en train de danser, j'oubliais complètement ce corps médicalisé. Je profitais du moment présent et je profitais de la vie, quoi. Oui, c'est ce qui ressort beaucoup dans ton discours. C'est assez impressionnant. Et là, dans ce que tu nous racontais, tu disais donc que tu as eu recours à une socio-esthéticienne pour tes ongles. Ça, c'était après ton traitement donc? Ou pendant? Pendant et après, en fait. Ok. Pendant mon traitement, les ongles se sont très vite fragilisés. En fait, ils se sont dédoublés et donc j'essayais de trouver des remèdes de comment en fait les fortifier. Donc je sais qu'à base de silicium, d'après ce que j'ai compris, ça. Voilà. Et voilà, donc j'ai utilisé plusieurs verdis ou de fortifiants, donc voilà. Et du coup, après mon traitement, pareil, je continue. Par exemple, j'ai fait un soin dernièrement à la Ligue et pour mes pieds. Ah, c'était génial, j'ai adoré. En plus, j'avais un festival de danse juste après et du coup, mes pieds, ils étaient tout neufs, tout beaux. Ah, c'était magnifique, c'était super. Parce que du coup, la socio-esthéticienne a aussi un rôle éducatif. Mais complètement, parce que le but quand même, c'est qu'elles gagnent et qu'elles gardent en autonomie. Donc on est là pour les accompagner aussi, mais pour qu'elles puissent, elles, surtout le reproduire à la maison. Parce que nous, on n'est pas là au quotidien. Et nous, on est là pour réveiller à nouveau les petites choses, leur donner envie de prendre soin d'elles, soin d'eux pour les garçons. Et c'est surtout qu'ils aient envie de le faire quotidiennement, parce que c'est important. Et je leur dis toujours, c'est vraiment des rituels à inclure, hein, tout comme on apprend à se brosser les dents tous les jours, c'est important
important du coup quand on se regarde dans le miroir, même si on se maquille très peu. Mais justement, quand on rayonne à nouveau et quand on se recroise dans la journée dans le miroir et qu'on voit qu'on a bonne mine, on se dit « ça va ?» En fait, aujourd'hui, ça va. Et ça, c'est important de se le répéter. Et donc, c'est vraiment sur la durée, justement, qu'on arrive à se sentir bien. Donc oui, on est aussi là pour leur apprendre à prendre soin d'elles. Ouais, moi, j'ai beaucoup apprécié, en fait, auprès des esthéticiennes, en fait, que j'ai croisées tout au long de mon parcours, qui m'ont appris, en fait, comment faire, quoi mettre, quoi utiliser, quels sont les produits en fait que vous conseillez, parce que en fait quand on est sous traitement et qu'on va voir notre oncologue, en fait il n'a pas forcément le temps de tout nous expliquer. Elles m'ont beaucoup appris en fait de comment faire, et même certes je suis allée voir un dermato et lui en fait pareil, il m'a conseillé surtout pour un traitement pour du coup diminuer l'acné en fait, mais pas forcément. Alors au niveau des crèmes, c'est plutôt les socio-esthéticiennes qui m'ont aidée vraiment. Merci. Et est-ce que toi, Ginny, tu as eu recours à des socio-esthéticiennes? Alors non, pas du tout. Moi, je connaissais le métier effectivement de nom. J'ai eu mon cancer en 2017. C'était pas quelque chose qui était proposé dans l'hôpital. En consulter, alors je connaissais, donc il aurait fallu que j'en consulte soit via la Ligue ou d'autres associations, mais n'habitant pas Strasbourg, c'était pas possible. Et en dehors de ça, quand j'entends Gina parler de crème, etc., c'est vrai que moi, ça aurait pas été possible parce que, étant donné que je faisais la radiothérapie du milieu des yeux, on va dire, jusqu'au bas du cou, en quelques séances, en fait, tout était complètement brûlé. Et donc, j'avais interdiction, justement, de mettre d'autres choses sur ma peau, parce que mettre d'autres choses, ça pouvait rendre ensuite les rayons beaucoup plus agressifs. Donc, je sais pas si j'aurais pu vraiment... Mon suivi était très médical, plus qu'esthétique, en fait. Oui, parce que je pense, du coup, il y a un rôle d'écoute aussi pour proposer, justement, ce qui est adéquat pour chaque personne et de pas proposer des choses qui pourraient empirer la situation. Mais complètement. Et puis là, on parle notamment le visage, mais on peut très bien s'occuper des mains, on peut s'occuper des pieds, on peut s'occuper des jambes, on peut s'occuper du dos, on peut faire des massages bien-être juste pour avoir cette approche de toucher. C'est le premier sens quand même qu'on découvre, le toucher. Donc c'est essentiel de se refamiliariser avec ça et aussi de rentrer dans l'intimité de la personne à travers ce toucher. C'est essentiel aussi. Donc même si on va pas forcément apporter dans ce cas-là des conseils par rapport à des crèmes, mais ça peut être totalement autre chose. Oui, et puis moi je pense aussi, j'ai été beaucoup hospitalisée pendant mes traitements. En général, j'étais toute la semaine à l'hôpital, du lundi au vendredi. Donc ça m'aurait fait une sortie, une activité, une rencontre avec quelqu'un qui sait de quoi elle parle, avec quelqu'un qui est dans le milieu. Et rien que ça m'aurait fait du bien. En fait. C'est aussi une pause bien-être. Entièrement. Même d'être touché par quelqu'un d'autre, par un massage ou autre. Tout à fait, avec justement toute cette bienveillance, parce que nous, on n'est pas dans le corps médical. Alors oui, on a plusieurs casquettes, mais notre approche est totalement différente que l'oncologue, parce que l'oncologue, lui, il est là vraiment pour vous soigner, il veut vous guérir. La psychologue, elle va être là justement pour vous écouter, mais nous, on va être là pour vous écouter, mais pour vous trouver des solutions aussi dans un domaine qui passe un petit peu à la trappe, mais qui est essentiel. Moi, j'aurais aussi apprécié d'avoir une socio-esthéticienne lorsque j'étais à l'hôpital. En fait, je passais quand même 5 heures, voire plus. Et c'est vrai que pendant ce temps-là, j'ai parfois vu donc une diététicienne, une psychologue, une assistante sociale, et j'aurais aimé, c'est vrai, d'avoir quelques conseils, parce que c'est vrai que moi, ma peau a été touchée, et je trouvais que c'était nécessaire, en fait, parce qu'on a beau aller en pharmacie, de dire voilà, on a un cancer, on a certains effets secondaires, mais on sait pas quoi utiliser, et comme il y a tellement de marques qui existent, en fait, on sait pas quel produit utiliser, en fait. Et donc, du coup, on en utilise plusieurs. Et puis, moi, je demande déjà à chaque fois d'avoir des échantillons, parce que parfois, comme ma peau est déjà extrêmement sensible, du coup, j'avais peur que ça me fasse, du coup, une réaction. Voilà. Donc, pour moi, c'est vrai que, j'aurais vraiment apprécié qu'il y ait quelqu'un qui me rende visite, et d'avoir un échange. Je pense que Jenny aussi, elle partage ce même avis. Surtout que ça crée un lien. Parce que quand c'est répétitif et qu'on se voit, ça donne, c'est la petite motivation du jour de se dire, ok, je dois retourner en chimio, mais tiens, je vais revoir la socio-esthéticienne et puis elle va s'intéresser à moi. Il y a autre chose, moi, et non pas pour ce corps un petit peu médical. Donc c'est vrai que quand on demande, comment vous vous sentez, c'est
l'aspect global et non pas comment vous vous sentez à travers les traitements et on s'intéresse vraiment à la personne. Oui. Et c'est ce lien aussi qui du coup est essentiel parce qu'on devient un petit peu la copine de traitement mais avec une casquette professionnelle. Dans mon cas, c'était une infirmière coordinatrice qui avait ce rôle, du coup, comme ça n'existait pas. Et donc Ginny disait que c'était en 2017 que, par exemple, elle vient d'un village éloigné de Strasbourg, qui est une plus grande ville, donc elle n'a pas pu avoir recours aux socio-esthéticiennes, mais est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, est-ce que ça s'est un peu plus développé ? Heureusement, ça a quand même pas mal bougé. Donc, il existe quand même beaucoup d'associations aujourd'hui qui existent sur l'ensemble du territoire en Alsace. Et ça permet justement de faire appel justement à travers ces associations où on peut bénéficier de tous ces soins de support et activités physiques adaptées. Et on y retrouve quand même beaucoup de socio-esthéticiennes. Et heureusement aussi dans les milieux hospitaliers, ça s'est pas mal développé. Oui. Donc il y en a aussi maintenant un petit peu plus. Et encore, on est une région qui est assez isolée, l'Alsace, par rapport à d'autres régions en France, où il y en a énormément. Mais on commence quand même à gagner du terrain et à se faire entendre et reconnaître. Donc, ça bouge. Mais ça se développe. Mais ça se développe et c'est sur la bonne voie. Et c'est super. Pour terminer ce podcast, Ginny, Gina, où en êtes-vous aujourd'hui avec l'image de soi ? Et est-ce que vous avez un conseil à donner à nos auditeurs ? Gina, je te propose de commencer. Alors actuellement, moi j'ai terminé mon traitement. Pour moi, je trouve qu'on est tous sur le même bateau en fait. On a tous un traitement, on se bat tous pour la même chose. Et pour moi, en fait, voilà, peu importe qu'on a les cheveux courts, qu'on a plus de cheveux, qu'on a une extension de cils, peu importe quel effet secondaire que l'on a en fait. Pour moi, le but, c'est de vivre pleinement sa vie. La vie est courte, malheureusement, et il faut la vivre pleinement à 200%. Vraiment. Et il faut, en fait, moi, je vivais, quand on a un cancer comme ça, on ne sait pas comment on va être dans l'heure qui suit, dans les jours à venir, dans les mois à venir. Voilà, on vit vraiment l'instant présent et la confiance est là et voilà. Il faut vraiment que cette confiance-là continue, persévère et c'est comme ça qu'on peut aller de l'avant. Merci pour ce message. De rien. Et Ginny ? Je pense qu'elle a déjà dit pas mal de choses, Gina. Moi, je rajouterais que c'est au travers de la maladie que j'ai découvert une autre forme de beauté. C'est vrai qu'il n'y a pas juste la beauté comme sur une photo où on coche des cases. C'est, pour moi, les personnes qui sont malades sont forcément belles. Elles sont forcément belles, elles dégagent quelque chose, il y a ce truc en plus. Et alors oui, on n'est peut-être pas exactement comme on était avant, on ne ressemble pas forcément à la photo comme on était avant, mais on est génial. On est génial et puis vous les personnes qui écoutez, vous êtes des personnes tellement belles et tellement fortes que voilà, rien ne vous enlèvera ça. Merci pour ce beau message aussi, Ginny. Et Noémie, as-tu aussi un dernier conseil ? Moi, oui, pour clôturer, c'est vraiment accordez-vous le droit de vous sentir bien, même dans ces moments qui sont difficiles, parce que prendre soin de soi, c'est aussi réapprendre à s'aimer. Merci beaucoup. Oui, parce qu'on l'a bien vu à travers vos témoignages que chaque corps réagit différemment, même si vous avez plus ou moins le même combat. Et l'estime de soi, l'image de soi, c'est quelque chose qui n'est pas figé, ça se déconstruit, mais ça peut aussi se reconstruire avec éventuellement de l'aide. En tout cas, au comité du Bas-Rhin de la Ligue contre le cancer, on propose des soins de socio-esthétique, tant pour les hommes que pour les femmes. Et ces soins sont proposés dans différentes communes du Bas-Rhin. Et si vous avez des difficultés à vous déplacer, c'est aussi possible de le faire à domicile. Parce que malgré les bouleversements, comme on l'a bien vu, il est possible de réapprendre à vivre dans son corps, même s'il a changé. Donc merci à toutes les trois pour vos précieux conseils, pour vos témoignages. Et merci à vous pour votre écoute. Et on se retrouve une prochaine fois. Au revoir. Merci. Merci. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, aidez-nous à le faire connaître en parlant et en le partageant autour de vous. Retrouvez toutes les actions menées par le comité du Bas-Rhin de la Ligue contre le cancer sur nos réseaux sociaux et sur notre site ligue-cancer.net. Toutes nos activités et services sont gratuits. Alors n'hésitez pas à nous contacter. Créée en 1918, la Ligue contre le cancer est la seule association qui se bat sur tous les fronts de la maladie. À bientôt pour un prochain épisode.